L'Entre-Femmes, un rendez-vous intime où je reçois une invitée pour un face-à-face autour de son histoire, de son courage et de sa force. Des portraits de femmes, des parcours de vie inspirants pour se comprendre et avancer ensemble. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Entre-Femmes. Aujourd'hui, je reçois Elena. Bonjour Elena. Bonjour. Elena est doula, sexologue, spécialiste du sommeil de l'enfant, mais réduire son métier à quelques étiquettes serait déjà passer à côté de l'essentiel. Elle accompagne les familles dans les moments les plus fondateurs de la vie, la naissance, le postpartum, l'intimité, le sommeil, mais aussi parfois la fin de vie et le deuil. Elle travaille au plus près du corps, des émotions, du lien, là où tout est fragile et profondément humain. Elena est aussi maman, engagée dans une association et porte aujourd'hui un projet fort, celui de créer une école maternelle inclusive ancrée dans la nature et le respect du rythme de l'enfant. Aujourd'hui, elle va nous raconter son métier, ses engagements, ses doutes aussi, et ce que ça change quand on accompagne la vie au quotidien. Quand on dit doula, de quoi parle-t-on exactement ? Quelle est la définition réelle de ton métier ? Dans l'interview que nous avait donnée Inès pour Otium, Clémence, ma consoeur, avait déjà défini doula d'une belle manière, donc j'invite les auditeurs, auditrices à aller l'écouter. À titre personnel, moi je tiens à rappeler que chaque doula, elle est différente. Donc la majorité des doulas, elles travaillent comme accompagnantes parentales, périnatales, prénatales, des différents passages que les familles peuvent vivre, notamment la grossesse et la naissance. Donc ça, c'est souvent une base des doulas. Après, chaque doula a ses spécialités. Par exemple, on a des collègues qui sont fertility doula, tu vois, qui s'occupent de la fertilité, d'autres qui sont spécialisés dans le transgénérationnel, dans la gémellité, dans les soins ayurvédiques, dans la mort. Enfin voilà, ça dépend vraiment de chacune, des formations surtout de chacune qui sont à vérifier avant de prendre contact avec des professionnels comme toujours. Moi, à titre personnel, je suis une doula large spectre, donc j'accompagne vraiment de l'arrivée des règles à la ménopause, passant du coup parfois par la préconception, la grossesse, l'accouchement, le deuil, le postnatal, l'allaitement. Donc je possède des diplômes complémentaires, notamment en psychologie. Moi, je me définis comme une psychodoula large spectre parce que j'ai une approche très informationnelle qui se base quand même sur des éléments d'entretien clinique que j'ai pu apprendre pendant mes études. Mais je suis pas psychologue, donc je le précise également. Et ensuite, je me suis spécialisée donc dans le sommeil des 0-6 ans, comme tu l'as dit, et j'exerce également une activité de sexothérapeute en ayant été formée, bien sûr, en parallèle. Tu nous as expliqué un peu ce que tu fais, mais peux-tu nous dire ce que tu ne fais pas ? Les doulas n'ont pas le droit de faire des actes médicaux. Je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, je ne suis pas psychiatre. Je suis très informée et formée, mais je ne transmets mes connaissances qu'à des fins d'information libre et éclairée. C'est-à-dire que je ne conseille jamais les personnes que j'accompagne sur des décisions médicales les concernant. Déjà parce que je connais pas l'anamnèse médicale et que j'ai pas les compétences pour ça. Je rappelle d'ailleurs toujours ces points à mes accompagnés, donc que ce soit au rendez-vous gratuit, sur mon site, dans la charte, le contrat, parce que pour commencer un accompagnement avec moi, j'ai quand même des choses nécessaires d'un point de vue administratif et dedans, il y a des rappels de ce point-là. Également, je redirige très régulièrement les personnes vers des professionnels adaptés et je me mets également moi-même en contact avec les professionnels qui gravitent autour de la famille que j'accompagne, si elles le souhaitent, pour qu'on puisse avoir un accompagnement le plus juste et adapté possible. Cet aspect médical, justement, c'est ça les différences fondamentales avec la sage-femme ? Parce que beaucoup de personnes confondent une doula et une sage-femme. Ah oui, effectivement, nous, on n'est pas sage-femme du tout. Après, on peut être les deux. Il y a des sages-femmes qui peuvent également être doula, mais sinon, une doula qui n'a pas un bagage de formation de sage-femme n'est pas sage-femme parce que, comme tu le dis, elle pratique pas d'actes médicaux, mais pour plein d'autres raisons, mais c'est vraiment la différence notable, très importante. On ne remplace pas une sage-femme du tout. On est plutôt en collaboration avec elle. Une sage-femme qui peut être aussi doula, qu'est-ce que ça va lui apporter ? C'est quoi vraiment les différences fondamentales entre les deux ? En fait, ça va vraiment dépendre des formations de doula parce que, comme tu le sais, c'est un métier qui est non réglementé en France, en tout cas pour le moment. Je dirais qu'une sage-femme, peut-être que si elle a une formation comme la mienne, du coup, de doula large spectre, elle aura quand même plus d'informations sur certains sujets, tu vois, notamment sur le deuil, sur des choses qui sont un petit peu moins abordées dans les cours de sage-femme. Parce que les cours de sage-femme, du coup, en France surtout, sont très professionnalisants. C'est très dur d'être sage-femme en France. On a des études très très poussées en sage-femme, notamment dans le médical. C'est vraiment des spécialistes, normalement de la physiologie, un peu moins, malheureusement, parce que elles n'ont pas le temps, elles peuvent pas être partout. Mais c'est surtout des spécialistes des pathologies, elles ont vraiment des compétences très élevées. Est-ce qu'on peut parler alors de médecine parallèle ou alternative ou c'est pas du tout le bon terme ?
Ce que je dis, ça n'engage que moi et ça reflète pas la vie des autres doulas. Mais moi, je me considère pas du tout comme une médecine alternative parce que j'ai ce côté psychodoula. Il y a quelque chose de très scientifique, tu vois, dedans. Je me considère vraiment au service d'eux. Et ensuite, selon le besoin, je m'adapte selon mon bagage de formation, mais pas comme médecine parallèle. Quels sont alors les diplômes, les formations, les parcours nécessaires pour devenir doula aujourd'hui ? Ça dépend des pays, mais en France, comme c'est pas réglementé, il n'y a rien de nécessaire, comme d'ailleurs le métier de sexothérapeute. Cependant, c'est une vocation qui, selon moi, nécessite des compétences très particulières et notre sens moral et notre rigueur nous obligent à être sérieusement formés. Il existe des formations de 2 ans, comme la mienne par exemple, pour être doula, ou de 3 jours. Ça me semble pas juste pour les familles de pas être formées et informées. On accompagne parfois des situations vraiment spécifiques, d'ailleurs parfois des deuils imprévus, parce qu'en fait, quand il y a la vie, il y a forcément la mort avec. Si on n'est pas bien formé, si on n'est pas à jour sur les dernières informations, sur les tenants et aboutissants des thèmes qu'on se permet d'accompagner, et si on peut pas se remettre en question dans sa pratique, c'est pas possible. Pour moi, il faut vraiment être formé en continu et au préalable. Mais c'est quand même un métier qui est encadré en France. Il a des encadrements dans le sens où on peut pas, par exemple, proposer quoi que ce soit de médical. Sinon, évidemment, le Conseil de l'ordre des sages-femmes ou autre chose peut venir vérifier qu'on fait les choses de manière sécuritaire. Mais il n'y a pas de réglementation sur ce qu'on doit avoir comme bagage de formation. Et alors, pourquoi toi, tu as choisi cette voie-là ? Du coup, là, je vais te faire un petit monologue pour te partager un peu mon parcours. Je voulais travailler pour œuvrer pour les enfants. Ça, je le savais, mais je ne savais pas quelle forme ça prendrait quand j'étais jeune. Comme beaucoup de personnes, j'ai passé le BAFA, je me suis spécialisée dans la petite enfance, je travaillais en même temps, déjà, donc très très jeune, vers mes 16 ans, j'ai commencé à travailler en parallèle de mon bac. Pendant mon année de terminale, j'ai fait une prépa d'éducatrice spécialisée en même temps, et j'ai fait par exemple des stages au sein des foyers d'Auteuil. À ce moment-là, je me suis également investie dans une association porteuse d'un projet de création de maison de naissance en Normandie, donc le Cocon Normand. D'abord comme membre actif à ce moment-là. Après le lycée, j'avais le choix entre des études de sage-femme, de sciences de l'éduc et de psycho. J'ai choisi sciences de l'éduc parce que je pensais que je voulais être au contact direct des enfants et parce que ça me permettait de travailler en même temps pour payer ce que j'avais à payer autour de moi. J'avais 3 emplois différents en même temps de mes études qui étaient tous auprès des enfants. Et au final, je suis partie vers la licence de psycho dès la L1 de sciences de l'éduc parce que c'était pas très stimulant intellectuellement, j'apprenais pas grand chose en fait. J'avais besoin de pousser beaucoup plus mes connaissances et la psychologie était beaucoup plus dure et m'intéressait vraiment beaucoup plus. Au cours de ces années-là, du coup, j'étais toujours bénévole au Cocon Normand et je suis passée vice-présidente de l'association. Et donc j'animais des événements, je portais des stands, je gérais l'administratif, les rendez-vous avec les différents maires, les investisseurs, les organisations comme l'ARS et j'étais relativement jeune parce que j'avais genre 19 ans même pas. Et ma passion pour les naissances, elle a pu s'exprimer au sein de cette association-là, lorsque je partageais la présidence donc avec une sage-femme que je tiens très très haut dans mon cœur. Puis j'ai rencontré vraiment plein de sages-femmes incroyables. Enfin vraiment, c'est pour ça que moi les sages-femmes, je les aime. Je suis également devenue maman pendant mes dernières années d'études de psycho, suite à un début de parcours de PMA quand même avec des annonces de santé inquiétantes, donc on fait que je me suis lancée là-dedans. À ce moment, je me suis un peu retirée du cocon pour pouvoir prendre du temps pour ma famille. J'ai utilisé mes études de psychologie comme levier pour faire beaucoup de stages, notamment auprès de sages-femmes en libéral, auprès de maternité, de pédiatres, de psychologues, comme dans des CMP par exemple aussi, pour un petit peu regarder les institutions. Et en parallèle de tout ça, je me suis imposé un double, voire par moment un triple cursus, avec des formations de doula, comme tu le sais, et de sexothérapeute. Et j'ai, pendant mes études de psycho, proposé un TER sur le chemsex, donc dans le cadre de mes études de sexo en même temps. La dernière année de mes études universitaires, j'ai créé une association qui a des projets qui sont en faveur de la transmission du savoir, donc l'association Autium. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme de psychologie, là je me suis spécialisée dans le sommeil dès 0-6 ans avec Alexia Eglos, elle s'appelle Petite Framboise Périnatalité sur Instagram, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui doivent la connaître. C'est une formation qui est très soucieuse des connaissances actuelles dans les neurosciences affectives, donc ça fait plaisir. Enfin, au quotidien, je me forme avec des petites formations continues pour perfectionner ma pratique et puis rester à jour. Donc des webinaires, des colloques, des supervisions, des mini-formations DME, LSF, sur les rituels, les routines des enfants. C'est le contact à l'enfant qui t'a dirigé un peu et pourtant dans ta profession, tu es aussi très en lien avec les parents en général et en contact aussi avec la mort, pas nécessairement des enfants, j'espère. Malheureusement, la mort touche les enfants aussi, parce que la mort touche tout le monde, pour répondre d'ailleurs à ce premier point. Et ensuite, mon schéma de pensée, c'est qu'en accompagnant les parents en amont, je vais les aider, en tout cas les guider du mieux que je peux et leur apporter toutes les ressources nécessaires pour être des parents sécuritaires pour les enfants. Quand je travaille avec les parents, même s'ils sont même pas encore en grossesse, s'ils viennent me voir en préconception, moi je suis trop contente. C'est le moment que je préfère accompagner parce que je peux tout travailler avec eux avant que la grossesse et tu vois la réalité des choses soit trop prenante, que la disponibilité émotionnelle s'effrite. Donc en amont, tu peux vraiment apporter toutes les infos possibles et je suis sûre que ça sert les enfants et ça c'est ce qui m'anime vraiment. On va rentrer dans le cœur de ton accompagnement et parler d'un moment clé, donc la naissance.
Comment se passe un accompagnement avant la naissance ? Comme d'habitude, je pense que tu l'auras un peu compris, mais c'est super personnalisé, donc ça dépend vraiment des familles, des besoins, des contextes, du moment où ils viennent me voir aussi. Parce que là, par exemple, récemment, j'ai accompagné une famille qui est venue me voir fin décembre pour une grossesse qui devait se terminer début mars, tu vois. J'avais plein de choses que je voulais leur transmettre, mais j'ai essayé de canaliser toute cette énergie parce que je voulais pas ni les stresser, ni les bombarder d'infos. Tu sais, dans ces cas-là, on cible beaucoup. Et là, en l'occurrence, pour cette famille-là, c'était des besoins de préparation de la famille à la naissance. Mais là, c'était plutôt apprendre aux enfants quelle posture peut aider la maman, ce genre de choses. C'était inclure tout le monde dans la famille, dans leur place au moment de l'accouchement, etc. Donc, c'était très plaisant. Et je me suis mise d'ailleurs en lien avec leur sage-femme, du coup, pour leur plateau technique, tout ça. Donc, c'était chouette, quoi. Le jour de l'accouchement, quel est ton rôle concrètement ? Dans ma manière de travailler, la majorité du temps, j'essaye vraiment de préparer les familles en amont de manière à ce qu'ils aient pas besoin de moi. Ce que j'ai envie, c'est pas d'être indispensable aux familles. Ce que j'ai envie, c'est que les familles aient l'autonomie de pouvoir se gérer elles-mêmes et de se sentir puissants et de se sentir actifs. Et ça compte beaucoup. Donc, j'accompagne pas beaucoup d'astreintes en l'occurrence. D'ailleurs, pour cette dernière astreinte, je ne me suis pas présentée à l'accouchement, pas parce que j'ai pas pu y aller, parce que la famille m'a pas appelée, m'a dit après, écoute, photo de bébé, et puis tu sais, on s'est senti tellement puissant qu'on s'est pas senti obligé de t'avoir, merci. C'est beau, donc ça, je pense que ça, c'est mon rôle précisément. Mais sinon, dans les cas où je peux être à une naissance où j'ai la chance, parce que c'est vraiment un honneur, je m'adapte. Mais tu sais, je m'adapte à un point où si, par exemple, il y a déjà une sage-femme, plateau technique, AAD, quel que ce soit, je peux être la doula de la sage-femme. Je vais vraiment être là où on a besoin de moi, je veux juste être au service, servir l'espace de naissance, et j'ai vraiment beaucoup de respect pour là où je mets les pieds, pour la famille, pour les professionnels qui gravitent autour. Mais tu peux intervenir à la demande dans les hôpitaux et les cliniques ou seulement à domicile ? Non, si la famille le souhaite et que l'équipe médicale des maternités, par exemple, le souhaite également, sont d'accord, moi je peux intervenir là pour l'astreinte. Il y avait plusieurs plans, par exemple, un plateau technique, mais également du coup une possibilité d'accouchement en maternité, il vaut mieux prévoir tout. Et j'ai rencontré la cadre des sages-femmes de la maternité en question, qui m'a un peu interrogée, qui a vérifié que ma posture était adaptée, et qui a ensuite accordé ma présence dans ce cadre-là. Donc là, j'ai pas eu besoin, mais c'est possible. D'ailleurs, moi, ma propre doula à mon accouchement était présente à la maternité, et je connais des doulas qui font régulièrement, même Clémence, par exemple, ma collègue, elle a déjà accompagné en césarienne. On n'accompagne pas que en AAD. Peux-tu donner un exemple, sans parler d'intimité, d'une expérience qui t'a profondément marquée dans la naissance ? J'ai pas forcément une situation précise, mais plutôt des regards, en fait, tu vois. Ça me marque beaucoup, notamment les étoiles dans les yeux d'une petite fille que j'accompagnais quand elle comprenait le fonctionnement de son corps. Donc quand je dis petite fille, elle était quand même assez grande, hein, c'était plutôt une adolescente. La détermination et la confiance dans le regard d'une maman qui appréhendait beaucoup l'accouchement, etc. Et tu sais, vraiment, à la fin de la séance, elle m'a regardée, elle m'a dit « je suis prête ». C'était vraiment beau. Et puis là, récemment, du coup, l'amour dans les yeux d'une enfant. Il y avait sa maman qui s'appuyait sur son ballon pour commencer à se préparer, et sa petite qui était en tailleur devant elle, puis qui la regardait, tout l'amour du monde dans ses yeux. Ça, c'est vraiment des moments qui me marquent parce que c'est pour ça que je fais ce travail aussi. Qu'est-ce que les parents te disent le plus souvent après coup ? Souvent, l'accompagnement s'arrête une fois que les familles, elles ont obtenu ce qu'elles étaient venues chercher. Donc on n'a pas forcément beaucoup de contacts, c'est des nouvelles de temps en temps, tout ça. Mais je sens bien qu'elles gagnent en puissance, en autonomie surtout. Et c'est vraiment, ça compte beaucoup pour moi, ça. Et du coup, souvent, j'ai plutôt des remerciements, parfois des faire-part, des avis sur mes sites, sur Google, des trucs comme ça. On vient de parler de la naissance, mais il y a un après dont on parle encore trop peu. On dit souvent que le postpartum est un grand oublié. Tu confirmes ? Oui, effectivement, ça tend quand même à s'améliorer, heureusement. Mais je pense même plus largement que le bien-être des parents et des enfants de manière générale, en fait, n'est pas la priorité de grand monde, malheureusement. Et du coup, le postpartum en fait partie. On suit avec beaucoup de soin la grossesse, puis on lâche pas mal les parents, en fait, une fois que bébé est arrivé. Parfois, on les culpabilise même, on les bombarde d'infos sur le net, on les conseille mal, tata Monique qui vient te dire qu'il faut faire ci. Bon, on les oblige économiquement à retourner au boulot aussi, excessivement tôt, parce que parfois, c'est pas un choix. Et on a les mêmes attentes irréalistes, tu sais, de weird population envers les enfants. Par exemple, on en avait parlé, mais qui se régulent eux-mêmes, ce qui est physiquement impossible, vraiment biologiquement dans le cerveau, qu'ils dorment seuls tout de suite, alors que en vrai, même les adultes, on dort rarement seuls. On est souvent plus confort quand il y a notre partenaire avec nous, parfois notre chat. Les attentes sociétales actuelles, c'est vraiment que la maman soit OP direct en postpartum, ce qui est pas atteignable pour elle non plus, qu'elle ait immédiatement des rapports sexuels aussi. Les maris, quand ce sont des maris, ont du mal à comprendre ça, et c'est pas normal, parce que forcer une femme à avoir des rapports sexuels, c'est du viol. Quand il n'y a pas consentement, il y a viol, c'est important de le rappeler.
Souvent, on demande aux mamans qu'elles reprennent ses activités rapidement. Si elle n'a pas perdu son ventre trop vite, on la culpabilise. Si au contraire, elle sort trop vite, on la culpabilise. On attend que le bébé, donc comme je te disais, soit mature neurologiquement, que le coparent reprenne tôt le travail. Toutes ces choses-là, ça permet pas de favoriser un faire famille correct et ça favorise, selon moi, les dépressions postpartum, les baby clash entre les parents et les difficultés d'attachement et de lien sécure dans les familles. Qu'est-ce que tu observes le plus souvent chez les jeunes parents après la naissance ? Alors ça dépend vraiment des familles que j'accompagne. Moi j'ai quand même la chance d'avoir un public particulièrement à l'écoute des besoins et des limites de chacun, notamment de celles de leurs enfants. Par exemple, pour un postpartum que j'ai accompagné récemment, c'était une bulle d'ocytocine, d'amour, tout se passe bien. Je sais que c'est pas la norme, mais c'est ce que j'observe dans les parents que j'accompagne. Déjà parce que c'est des gens qui sont connectés, conscients, mais surtout très prêts, informés et soutenus. Et être soutenu, c'est ça qui compte, je pense, et qui change la donne. Et d'autres familles, du coup, pour diverses raisons, à cause de l'isolement notamment, et du manque d'informations safe, elles vivent beaucoup de doutes, de culpabilité, d'inquiétude, et ça, c'est moins chouette quand même. Fatigue, isolement, charge mentale, comment tu accompagnes tout ça ? Dans mon ressenti, avec beaucoup d'humilité, parce que déjà, quand une famille choisit que je les accompagne, ça me touche toujours. Je comprends que je suis invitée dans leur vie à un moment très charnière, donc souvent, je ne juge jamais, évidemment. Mais au-delà même de pas juger, je suis vraiment honorée qu'ils aient assez confiance pour m'avoir dans leur vie dans ce moment-là. Et ensuite, concrètement, souvent, je remets un peu en branle les informations, si elles sont fiables ou non. Les ressources de lieu, tu sais, par exemple, même des LAEP, tout ça, de contacts, de professionnels, pour leur permettre d'adoucir un peu le tout comme je peux, en fait, à ma hauteur. Quelle est la place que tu accordes au corps de la mère, mais aussi à celui de l'autre parent ? Autant de place qu'à leur cœur et leur cerveau. C'est vrai qu'à titre personnel, moi, je pratique pas de soins. Je pense que j'en ai un petit peu parlé déjà aussi. Donc, je redirige vers des personnes qui en sont spécialistes, ne serait-ce que pour les ribosos. Donc, envers d'autres doulas qui sont bien formés là-dedans, parce que c'est pas mon cas. Je sais faire les bases, mais j'aimerais savoir faire plus, c'est prévu. Mais pour le moment, je redirige pour que mes accompagnés soient le mieux possible. J'accorde, comme je pense beaucoup de professionnels, une grande place à la récupération du corps, mais ça va avec la récupération du mental. Enfin, tu sais, tout est vraiment imbriqué dans l'accompagnement, en fait. Et donc, tu t'occupes aussi du coparent ? Oui, bien sûr, du coparent, surtout même des coparents en fait. Moi, j'adore travailler avec les coparents, c'est ce que je préfère parce que ça retire la charge à la personne qui enfante en général. Surtout que je pense que j'ai des valeurs assez féministes aussi, donc pouvoir déléguer un peu la maman, plutôt la décharger et déléguer justement aux coparents, quels qu'ils soient, c'est chouette parce qu'elle porte déjà assez. Même les grands-parents, les enfants, toute la famille qui veut, moi je suis là. Quand on est aussi bien accompagné, en fait, ça change quoi ? Pour moi, ça change tout. Alors, je sais que c'est très global comme réponse, mais ça change vraiment le vécu de la personne, que ce soit en tant que nouveau parent, mais en tant que nouveau couple, d'une certaine manière, en tant que famille, de manière générale, ça change vraiment le vécu, et je pense sur du long terme, surtout. Ça, c'est encore mieux, quoi. Et parmi les défis qui arrivent très vite, après, il y en a un qui concerne toute la famille, le sommeil. Donc, tu es spécialiste du sommeil de l'enfant. Pourquoi c'est un sujet si sensible ? Parce que tout le monde se croit spécialiste, mais ne l'est pas nécessairement. Il y a beaucoup d'avis ou de conseils, d'ailleurs parfois non sollicités, qui sont véhiculés, pour autant pas forcément fiables. Des conseils qui sont même parfois donnés par des professionnels qui disent un peu n'importe quoi, en fait, on va pas se mentir. Même des professionnels du sommeil. Donc j'invite vraiment les familles à être très vigilantes sur ce que proposent des conseillères en sommeil qui vous offrent vos enfants vont dormir dans une semaine, méfiance. Parce que ce sera rarement d'une manière qui est sécuritaire pour vous et pour votre enfant, même si c'est ce qu'ils essaient de vous faire croire. Donc surveillez les formations, vérifiez que c'est en adéquation avec vos valeurs, carrément aller chercher les études qui prouvent ce que les personnes disent, vraiment creuser, soyez informés. Les professionnels de santé, ils ont une expertise qui est précieuse, mais comme dans tous les domaines, les connaissances elles évoluent et parfois les professionnels de santé, comme malheureusement certains pédiatres, ne sont pas à jour. Et du coup, même des conseils qu'on pourrait se dire, c'est le pédiatre qui l'a dit quand même. Tu sais, on a quand même une grande confiance en nos médecins, et tant mieux d'ailleurs. Mais là, il faut savoir toujours, comme partout, même auprès du médecin, parfois remettre en question les choses. Pas forcément systématiquement, mais bien se questionner. Est-ce que ça fait sens pour moi ? Est-ce que je peux aller voir un second avis ? Quand je me renseigne dans les études officielles, qu'est-ce que je constate ? Toutes les formations, elles sont pas actualisées au même rythme, notamment en ce qui concerne les neurosciences affectives et les recherches récentes sur l'attachement et la régulation émotionnelle. Donc c'est important de l'avoir en tête quand un professionnel de santé ou qui que ce soit en fait nous affirme qu'il faut laisser pleurer un bébé pour qu'il s'endorme, par exemple. Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de fausses croyances d'ailleurs autour du sommeil ? Énormément. C'est une catastrophe, je trouve.
Et même malheureusement, comme je te dis, chez les professionnels, tu sais, qui disent que c'est plus doux de laisser pleurer bébé d'abord 5 minutes, puis 10, puis 15. Non, ça c'est aussi de l'extinction de comportement. Et en fait, le bébé, il apprend pas à se réguler à cet âge-là. Il apprend à arrêter de t'appeler. Les parents qui font ça, c'est pas qu'ils aiment pas leurs enfants, ils font de leur mieux avec les infos qu'on leur vend. Sauf que justement, du coup, je fais un appel aux parents, écoutez plutôt vos tripes. Plus que ça, vous sentez bien que ça vous fait mal au ventre quand bébé pleure. Vous le sentez, allez-y, parce qu'un bébé qui pleure, ce sera jamais de la manipulation. C'est un bébé qui a un besoin. Par rapport aux fausses croyances, pour revenir autour de ça, il y en a surtout l'enfantement, l'allaitement, le sommeil, mais le sommeil, vraiment, c'est vraiment balèze, notamment celle que j'ai citée là à l'instant. Mais c'est un problème qui est un peu plus vaste, tu vois, lié directement à la manière dont sont perçus les enfants. Là, par exemple, tout à l'heure, on va percevoir des pleurs comme parfois de la manipulation. Et là, c'est pas un avis que je donne, c'est vraiment une donnée scientifique. Le cerveau, la manière dont il est développé à cet âge-là, ne permet pas la manipulation. Ce serait pas avant 6-7 ans, et même encore au-delà, selon moi, par exemple, le caprice, c'est une notion culturelle. C'est un concept social, en fait. Le caprice, ce n'est pas une donnée scientifique. Ça n'a aucune valeur scientifiquement de parler de caprice ou de parler d'enfant roi, de manipulation, de « Ah, si tu le prends dans tes bras, il va s'habituer. » Et il va s'habituer à quoi ? À se sentir en sécurité ? On nous apprend à ne pas répondre aux besoins de nos enfants. On ne sait pas trop réguler nos propres émotions parce qu'on n'a pas appris, tout simplement. Ce qui fait que là, la génération actuelle, elle en chie un peu parce que elle aussi, entre gérer ses propres émotions qu'elle n'a pas appris et gérer celles de ses loulous, et parfois il y en a 4 et ça fait vraiment trop. On attend d'eux énormément. On attend d'eux qui nous demandent de ne pas être leurs parents, en fait, qui se s'autogèrent, etc., qui gèrent leurs émotions seuls dans leur coin, dans leur chambre, qui se taisent quand il faut. Ils peuvent pas faire ça. Parce que l'inhibition, elle est difficile, en fait. Elle est même impossible la majorité du temps. Pour couper court à toutes les phrases typiques qu'on entend H24, les études sur les pleurs et la sensibilité parentale, elles montrent, et vous pouvez le vérifier, que répondre de façon cohérente et relativement rapide aux signaux du bébé, c'est associé avec le temps à des pleurs moins longs et une meilleure régulation, ce qui, au passage, les parents, est bénéfique pour vous. Ça veut dire qu'un bébé pleure la nuit, plus vous répondez rapidement, plus il se rendort vite, et plus il dort longtemps, moins il y a de réveil, donc vous dormez mieux. Donc vraiment, quand on parle de laisser pleurer bébé, l'enjeu, il n'est pas seulement moral, il est développemental. Un bébé, il se régule pas seul, il se régule en ce qu'on appelle la co-régulation, du coup, donc souvent avec un adulte. Un stress trop intense ou trop prolongé, sans soutien, ça peut perturber la construction des systèmes de réponse au stress. C'est ce que la littérature elle appelle le stress toxique. Et la présence d'un adulte sensible, c'est un facteur de protection majeur. Donc oui, les besoins fondamentaux des tout-petits, ça inclut l'affectif. Proximité, sécurité émotionnelle, co-régulation. Et je rajouterais même pour finir que les attentes qu'on a, qu'elles soient en termes de sommeil ou de comportement pour les enfants, elles sont parfois même pas réalisables par des adultes de plus de 25 ans. Parce que tu sais, après 25 ans, en théorie, c'est à peu près quand le cerveau il a fini de se former. On attend des trucs d'enfants de 6 mois, 3, 4 ans, que nous, même après 30 ans, on sait même pas faire. Il y a des gens, ils ne s'endorment pas tant que le conjoint, à minuit, il n'a pas rejoint le lit. Donc non, il faut être réaliste. C'est ta pratique qui est mise à jour, qui est récente. Donc en quoi ton approche est différente des méthodes très normées ou culpabilisantes ? Parce que déjà, j'ai conscience que les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Tout le temps. Moi, je donne quand même les infos. Là, par exemple, dans ce que je viens de dire juste avant, ça peut être culpabilisant pour certains parents. Et j'en ai conscience, vraiment. C'est pour ça que là, j'en parle comme ça en interview, je donne les infos. Mais quand je fais un accompagnement, je balance pas les infos comme ça. En fait, je vais vraiment m'adapter aux parents que j'ai en face de moi, aux besoins, comment bébé tolère les choses, comment les parents tolèrent les choses, le bénéfice-risque un petit peu, pour que l'équilibre de la famille soit le plus optimum. Et parfois, moi, je pense que le co-sleeping, quand il est pratiqué de manière sécuritaire, sans couverture, sans doudou, sans risque de tomber, c'est beaucoup plus correct pour répondre aux besoins de tout le monde, parce que les parents n'ont pas besoin de se lever, les enfants peuvent avoir une réponse rapide. Pour autant, j'accompagne souvent des familles avec des bébés de 1 mois qui dorment dans leur chambre. Et je ne fais pas forcément changer ça. Si le bébé dort et par exemple que les parents viennent me voir pour autre chose, pour un besoin par exemple de réajustement de sieste, de rythme ou quoi, bon, à 1 mois, ce sera pas le cas. On est plutôt sur de la régulation après 4 mois, mais je m'adapte aux parents. Je les écoute beaucoup, du coup, je prends le temps, je donne des ressources, des fiches, des liens fiables. Tu sais, des ressources aussi atteignables. Genre, j'envoie pas que des études infâmes à lire très très longues. Je le fais pour le côté validation scientifique, mais j'envoie aussi des podcasts, des vidéos YouTube, des comptes Insta. Enfin, j'essaye vraiment de sensibiliser de manière différente. Et j'accompagne avec toutes mes connaissances et compétences couplées. Pas uniquement comme consultante en sommeil, en fait, mais aussi comme doula. En fait, je suis toujours doula. Quand je suis sexothérapeute, je suis doula. Quand je suis consultante au sommeil, je suis doula. Tu vois, cet état d'esprit-là, il est là partout dans ma pratique. Et j'accompagne aussi avec mon bagage de formation universitaire de psychologie. Donc ma méthode, c'est effectivement pas du tout la norme actuellement. Et d'ailleurs, c'est un des premiers trucs que je dis aux parents avant qu'on commence un accompagnement. Attention, moi, je vais pas vous laisser faire pleurer bébé. Ça, c'est pas ce qui va se produire. Je m'adapte vraiment aux besoins, aux limites de tout le monde, en respectant, par contre, ce qui est très important, les besoins fondamentaux des tout-petits.
Mais le sommeil, justement, c'est aussi une histoire de parents, pas seulement d'enfants. Que ce soit le sommeil ou le reste, toute la parentalité concerne toute la famille en fait. On a un système familial et du coup tout le monde s'imbrique dans tout le monde est un pilier et toutes les places sont importantes et sont modifiées dès que quelque chose est un peu en difficulté. Donc maintenant, on va aborder un sujet plus intime, mais essentiel et souvent encore tabou. À quel moment la sexologie est entrée dans ton parcours ? Pourquoi ça a fait écho comme ça à un moment de ta vie précis ? En vrai, c'était plutôt au début, en l'occurrence. J'ai eu un partenaire dans ma vie qui me violait 4 fois par jour et qui me violentait. Forcément, j'ai eu besoin rapidement d'établir des vérités dans mes connaissances et dans mes schémas et dans mes biais cognitifs, et j'ai eu besoin de reconstruire ça. Comme j'intellectualise beaucoup, c'est passé par l'apprentissage. Très très jeune, je vais avoir 16 ans quand j'ai compris que la sexo, ça m'intéressait beaucoup et qu'il fallait que je creuse, vraiment. Parce que les violences, je les ai vécues de mes 14 à 16 ans, donc particulièrement jeune. Dès le lycée, notamment en étant modératrice MMM sur Rouen. C'est une communauté qui vient des personnes qui suivent Orgasme et moi, Charlène Vermont, sur Instagram. Il y a des meet-up qui se sont faits un peu partout, des groupes, on va dire, qui se sont créés. Et moi, du coup, j'étais la modo, pareil, je devais avoir 17 ans, la modo du groupe MMM de Rouen et de Normandie au début, puis après de Rouen. Puis ensuite, je me suis formée au Love Produits. Donc les Love Produits, ça inclut pas que les sextoys, c'est vraiment tout. Les jeux, les sextoys, tout, c'est trop les bien. Les gels. Oui, bien sûr. Les lubrifiants, tout, mais les produits sensoriels, tout. Enfin bref, c'est trop intéressant, moi j'adore. Et enfin, après, j'ai passé le cap de faire ma formation de sexothérapeute, comme je te disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce si important de parler de sexualité dans les périodes de vie comme la naissance ou le post-mortem ? Parce que l'éducation sexuelle, donc le fait de parler de sexualité ou de consentement, vie affective, etc., ça protège des violences, ça protège des incompréhensions, des frustrations, des traumatismes. C'est pour ça que c'est très utile Evras, je pense. Sachant qu'on le rappelle, Evras n'invite pas les enfants maternels à se masturber comme beaucoup de personnes le disent. On n'est pas du tout sur ça. On est sur, voilà, comment ton corps doit être respecté. Si quelqu'un te touche sur ses parties, ce n'est pas normal, tu dois en informer quelqu'un de confiance, et ainsi de suite. Et Evras, c'est soft en fait. C'est-à-dire que certains, je me permets de réagir, pensent que la sexualité n'existe pas chez des enfants maternels et ils pensent que c'est des idées qu'on leur insère. Enfin, c'est comme une forme d'influence. Ouais, je comprends. Je pense que les parents, comme d'habitude, veulent juste protéger leurs enfants. Je leur jette pas la pierre, bien sûr, mais je les invite à s'informer. Notamment, les études, comme d'habitude, on reprend les bases scientifiques, prouvent que des enfants qui ont une éducation sexuelle, plus ils ont une large, on va dire, éducation sexuelle, plus ils ont des rapports tard. Les études le prouvent. Donc, c'est bien que ça ne va pas dans le sens de ces arguments de dire « ouais, mais on leur met des idées en tête ». Non. On leur donne des ressources, des notions qui leur permettent de faire face à certaines situations. Sur les petits, c'est surtout des protections contre les violences sexistes et sexuelles, mais surtout contre les violences sexuelles, qui sont majoritairement dans le cadre familial, parce qu'on dit « ouais, mais c'est aux familles de faire ça ». Le problème, c'est que parfois, les familles, c'est elles qui font les violences sexuelles. Et on le sait, dans une classe, les statistiques sont terrifiantes. Tu sais, sur une classe de 25, que je connais pas la stat précise. C'est 3. Mais ouais, c'est énorme. C'est 3 sur classe. 25, un truc comme ça. C'est immense. Et c'est souvent, malheureusement, dans la famille. D'où l'intérêt d'Evras, en fait. De protéger. Toujours protéger les enfants, c'est le but. Je rebondis quand même en précisant que le premier prédateur intrafamilial est le papa, suivi des frères, du grand-père. C'est pour ça que je pense que l'éducation sexuelle, et en plus sexuelle, c'est même pas tellement le bon mot pour les tout petits, parce que c'est vraiment de l'éducation à la vie affective, au corps, à l'intimité, au consentement. Oui, c'est important de parler de sexualité. En postpartum, du coup, on a des attentes inadaptées, on en parlait tout à l'heure, la plupart du temps envers les femmes, pressant une reprise des rapports sexuels, alors que le corps, il peut ne pas être prêt, et où la charge mentale et la fatigue peuvent prendre trop de place, n'en laissant plus malheureusement au désir, et ça, donc, les coparents ont leur pouvoir là-dedans, ils peuvent aussi se permettre de prendre de la charge mentale, peut-être, sachant que ce serait bien qu'ils le fassent pas juste pour avoir des rapports sexuels, mais sinon, information donnée, une femme qui a de la liberté, d'espace mental, elle se sentira peut-être plus OP après. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire les tâches, etc., juste pour avoir des rapports, hein, vraiment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'on soit bien clair. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour déconstruire une idée reçue sur le co-sleeping et l'allaitement. On entend souvent dire que ça empêcherait d'avoir une vie sexuelle épanouie, d'allaiter longtemps son enfant ou de co-sleepinguer. Alors, je suis pas sûre du terme là, mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui. C'est faux. Déjà, l'intimité, elle peut exister ailleurs que dans un lit, et puis même avant d'avoir des enfants. Mais surtout, ce qui tue l'amour, c'est pas de dormir avec son enfant ou d'allaiter. Ce qui tue l'amour, c'est l'épuisement. Majoritairement. Et là-dessus, les études, elles sont claires. Les bébés allaités, ils se réveillent pas plus que les autres, déjà. Donc ça, hop, premier debunk. Ensuite, au contraire, les hormones qu'on produit quand on allaite, que ce soit pour le bébé ou pour nous, elles nous aident à nous rendormir plus vite. Donc, on est moins fatigué. Donc, on n'est pas épuisé. Et du coup, le co-sleeping, finalement, moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est un facteur protecteur pour préserver le sommeil de tout le monde. Et donc, ensuite, pourquoi pas, si l'envie est là, la libido et une disponibilité émotionnelle pour le couple.
l'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse, un regard qui t'éclaire et te protège. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie, t'as choisi. Oh, la vie. À l'origine, une peur qui s'est comme incrustée et qui tourne dans l'absurdité. Un coup mauvais sous ta peau tatouée et une mémoire malsaine qui t'a contaminé. Et l'amour qui soudain se rétrécit et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit. À l'origine, quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie. La vie t'a trahi. Oh, la vie t'a trahi. À l'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. Alors tu retournes ton regard au-dedans et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée. Et c'est toi qui tends la main. La vie. La vie t'a repris. Oh, la vie t'a repris. Ce piège infâme qui se referme, qui te coince, te contrôle jusqu'à la nausée. Ce cauchemar glacé qui te surveille, tu l'envoies valser et tu te rappelles qu'à l'origine une caresse te traverse, qu'un regard t'éclaire et te protège, qu'à l'origine quelqu'un te prend par la main et te murmure la vie. La vie t'a guéri. Oh, la vie t'a guéri. L'Entre-Femme. Retrouvez le podcast de l'Entre-Femme sur Spotify, et YouTube. Tu accompagnes aussi des problématiques comme les troubles de l'érection, la baisse du désir ou la douleur ? En tant que sexo, ouais, surtout. D'ailleurs, j'ai rarement d'autres sujets. Mon public, il est très différent quand je suis sexothérapeute de mon public de doula. Parce que mon public de doula, c'est souvent des familles, des mamans assez conscientes quand même, parce que pour savoir ce que c'est une doula, faut être assez informé aussi. Avec mon public en sexo, on est plutôt sur des personnes très peu informées, justement, qui sont un peu désespérées, généralement, qui se disent « Merde, comment je vais m'en sortir ?» Et beaucoup d'hommes avec des troubles d'érection, beaucoup, qui ne seraient jamais venus me voir en tant que doula, ou des femmes victimes de stress post-traumatique, de vaginisme, de douleur, etc. Comme tu travailles pas dans un cadre médical, ça reste un accompagnement psychologique. Exactement. Alors psychologique, je le rappelle, du coup, je suis
pas psychiatre ni psychologue, mais c'est un accompagnement qui va travailler sur les causes psychogènes des troubles érectiles. Par exemple, si j'ai un accompagné qui vient me voir, je vais d'abord, faire passer un peu un questionnaire. Est-ce que tu as vu ton médecin ? Est-ce que tu es en compagnie ? Est-ce que tu as fait des rendez-vous urologues, par exemple, c'est un homme, etc. Est-ce que tu as fait des tests de testo ? Est-ce qu'en fait, vraiment, on exclut toutes les possibilités médicales ? Parce que moi, j'ai pas ma place là-dedans. À la limite, je peux le soutenir. Courage, ça va aller. Et puis, parfois, en tant que doula, je peux accompagner, tu vois, les gens au rendez-vous médicaux. Et l'orienter ? Bien sûr, l'orienter, je redirige. Systématiquement, je redirige. D'ailleurs, j'ai des questions avant qu'on commence l'accompagnement. Et dedans, il y a, est-ce que vous êtes suivi par des pros ? Par qui ? Comment ça se passe ? Etc. Et si je vois qu'il y a quelque chose de difficile là-dedans, je redirige et je n'accepte pas l'accompagnement tant qu'il n'y a pas un suivi médical avant. Donc les hommes, ils consultent facilement quand même ? Je pense que le cliché dirait que les hommes sont gênés, ils consultent pas, mais en fait j'ai plus d'hommes en sexo que j'ai de femmes. Donc ça dépend vraiment, comme d'hab, des personnes, de leurs histoires, de leurs croyances. Jusqu'ici, j'ai plus eu de femmes en fait mal à l'aise que d'hommes, mais je pense pas pour les mêmes raisons. Parce que les femmes, il y a ce côté tabou, elles se sentent sales, elles sont très shamées. Alors que les hommes, c'est plutôt l'ego et la virilité. C'est des choses différentes, mais parce que c'est culturel, c'est social, c'est le patriarcat, c'est des milliers de raisons. Donc je dirais du coup oui et non. Les hommes, ils ont honte de ce qu'ils ont, alors que les femmes, elles ont honte de ce qu'elles sont. Je vais rééduquer à la base, déjà au corps, à s'aimer. Mais même, tu vois, des hommes qui ont des troubles érectiles, je fais beaucoup de choses un peu en pleine conscience et tout. Et souvent, c'est cool parce que ça peut être des hommes de 55 ans qui sont très en mode qui souffrent pas et tout. Et en fait, tu sens que ça fait quelque chose, ça vient toucher à quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude et ça marche bien. Selon toi, la parentalité met souvent le couple à l'épreuve sur le plan intime ? Comme d'hab, oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, fatigue et charge mentale, manque de soutien, surtout de ce fameux village, tu sais, on dit faut un village pour élever un enfant, c'est tellement vrai. La charge mentale, l'épuisement, tout ça, ça sature l'espace. Donc forcément, le couple, il a plus la place qu'il aurait voulu avoir, peut-être moins l'intimité également. Pour autant, je trouve que ce serait pas juste de rejeter, entre guillemets, la faute sur la parentalité en elle-même ou sur l'arrivée d'un enfant. Ma conviction profonde, c'est que le problème, c'est pas d'être parent. Le problème, c'est d'être parent dans une société qui est très individualiste et capitaliste, nous demande toujours plus, sans jamais donner aux familles les moyens de se sentir vraiment libres et épanouis. C'est pas l'enfant, en fait, qui met le couple à l'épreuve, c'est le système dans lequel on l'élève. Comment tu travailles sur ces sujets sans jugement ni tabou ? J'ai un discours assez simple et direct, comme là, quand je te parle, en fait, tu sais, tout simplement. Je suis convaincue qu'utiliser les termes précis et se dire les choses avec simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux pour déconstruire les tabous autour de la sexualité. Et c'est ce que j'applique aussi avec les plus jeunes, évidemment en adaptant le discours selon l'âge et les besoins, mais c'est primordial de toujours nommer les choses clairement. Mais même vous, en tant que parents, si vous m'entendez, par exemple lors du bain, quand on apprend les parties du corps, on va utiliser les vrais mots, on va pas dire la chouchounette ou le zizi, on va vraiment préférer pénis, testicule, vulve, vagin. Mais ça, c'est important. Beaucoup d'enfants et d'adultes ne font pas la différence entre le vagin et la vulve. Et pourtant, s'il y a agression et s'il y a procès, il faut savoir si c'était vagin ou vulve. C'est problématique, c'est horrible, on est d'accord. On espère que les enfants ne vivent pas ça. Mais savoir nommer, ça protège les enfants. Parce qu'ils peuvent venir vous voir et dire « telle personne m'a touché la vulve, ça s'est passé comme ça ». Et ça laisse beaucoup moins de place au doute. Donc si nous, en tant qu'adultes, on est capable de faire cette distinction, on permet à nos enfants déjà de ne pas avoir honte d'eux-mêmes. Parce que pourquoi on appellerait un nez et une vulve une petite fleur ? Les enfants, s'ils sont gênés de parler de cette zone-là et qu'ils ont une agression, notamment, je reviens sur ça, mais parce que c'est trop fréquent, et bien du coup, ils vont peut-être pas le nommer aussi, soit mal le nommer, soit pas le nommer parce qu'ils peuvent pas. Ça leur permet de pas avoir honte d'eux-mêmes, de leur corps, de lever le tabou, d'ouvrir le dialogue. Quand on sait nommer précisément les parties de son corps, on prévient les violences en permettant à l'enfant de mieux se défendre en cas d'atteinte, parce qu'il possède les mots pour décrire précisément la situation. Selon toi, la sexualité change forcément après un enfant ? Chaque individu, chaque couple vit les choses différemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sexualité, c'est pas quelque chose de figé. Elle se transforme, elle se déconstruit, elle se reconstruit tout au long de notre existence. Et l'arrivée d'un enfant, c'est un rite de passage majeur, mais au même titre qu'un deuil, t'as rarement envie d'avoir des rapports quand tu vas très très mal, ou au contraire, parfois t'en as beaucoup pour compenser, mais il y a toujours, tu sais, un petit truc psycho derrière. Un déménagement, t'as plus le temps, tu rushes et tout, ou tout autre grand événement de vie en fait, donc forcément ça bouscule l'équilibre, mais c'est l'occasion de réinventer sa manière d'être ensemble, plutôt que de voir cela comme une fin en soi. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens osent davantage dire ou demander ? De manière générale, j'aimerais que les gens ils s'ouvrent davantage aux sujets liés à l'orientation romantico-sexuelle, à l'identité de genre ou à l'éducation sexuelle comme Evraz dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de propagande ou de lobby LGBTQIA+, mais c'est un contresens total parce qu'en réalité, si on veut parler de propagande, elle a toujours été massivement hétérosexuelle, notamment dans les dessins animés.
Depuis toujours, on expose les enfants à des personnages hétéros qui tombent amoureux, qui s'embrassent dans tous les films, dessins animés, même parfois sans leur consentement, comme La Belle au Bois dormant par exemple. Et ça choque personne. Par contre, pourtant, dès que quelques rares personnages queer apparaissent, on crie au lobby et c'est un immense double standard. Du coup, il faut comprendre que pourtant, malgré des siècles de lobbying entre grandes guillemets, hétéro-exclusif, les personnes queer, elles ont toujours existé. L'orientation sexuelle, elle est innée, c'est pas un choix. Tu nais comme tu es et c'est ok. C'est pas ni un choix ni une influence. On manque de représentation. Ça a jamais empêché les gens d'être queer. Ça a simplement empêché leur visibilisation et ça a créé de la souffrance de me dire pourquoi moi je me retrouve pas là-dedans. On a parlé du début de la vie, mais tu accompagnes aussi l'autre extrémité de ce chemin. On associe souvent les doulas à la naissance, moins à la fin de vie. Pourtant, tu accompagnes aussi ces moments-là. Comment tu en es venue à accompagner le deuil et à la fin de vie ? Parce que c'était dans mon cursus de formation. Les formations françaises, même suisses et tout ça, j'avais pas trop ce que je cherchais. J'ai beaucoup aimé quand j'ai trouvé ma formation de quantique doula. Alors maintenant, c'est plus quantique doula, c'est institut doulé. Le mot quantique faisait très très peur. C'est une formation hyper scientifique. Et cette formation, on dit beaucoup entre science et sacré. C'est tellement vrai. On a des infos hyper dures sur l'embryogénèse, des trucs vraiment mais médicaux pour qu'on soit informé. Dans cette formation, il y a un module complet sur la mort, la ménopause, etc. Vraiment plutôt la fin de parcours, généralement. On trouve la mort en début de parcours, en milieu de parcours, tout le temps, partout. C'était dans ma formation, et d'ailleurs ça me semblait nécessaire que ce le soit, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Je pense que quand il y a la vie, il y a forcément la mort, et que c'est une notion qu'il faut vraiment avoir en tête tout le temps. Même des doulas qui sont pas formées au deuil, elle accompagne une grossesse, et puis là, bébé meurt dans le ventre. Ça fait mal, ça fait toujours mal. Elle fait comment en fait pour gérer ? Elle est pas formée, elle fait comment ? Et c'est pour ça qu'il faut être formé. En quoi c'est différent l'accompagnement de la naissance ou le deuil et la fin de vie ? C'est pas très différent dans le fonctionnement de séance sur le côté informatif. Alors ça va vraiment dépendre d'où sont les personnes qui viennent me voir. Dans tous les cas, comme toutes mes séances, il y a toujours la préparation en amont, la séance elle-même, le mail récap avec des ressources, etc. Je pense pas pouvoir comparer mes accompagnements. Mais si je devais le faire, je comparerais l'accompagnement du deuil à celui du postpartum parce que c'est des périodes de grande vulnérabilité où les visites soutenantes, le ménage, les repas, l'écoute, c'est vraiment les bienvenus dans ces moments-là. Le deuil, on le traverse toute une vie. On parle souvent des 7 étapes du deuil, mais parfois on fait les 4 en même temps, puis ensuite on revient en arrière et puis on repart et puis toute une vie en fait on traverse ce deuil-là. De manière toujours très personnelle. Mon approche du coup, elle est la même qu'en postpartum. Je soutiens, s'il y a besoin, j'informe et je suis là. Et humainement, qu'est-ce que tu apportes ? De la douceur, de la compassion ? Ça va vraiment dépendre des gens. En fait, il y a des gens qui ont besoin d'intellectualiser beaucoup, donc je leur fais des fiches. Beaucoup de gens ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont juste besoin de pouvoir se laisser porter, donc je leur fais manger. Je leur fais le ménage, je les écoute. C'est vraiment hyper varié. Surtout que je peux accompagner le moment en lui-même, porter l'espace, accompagner au rendez-vous aussi, parce qu'il y a beaucoup d'administratif quand tu viens d'avoir des gens qui meurent. L'administratif très inhumain, tu sais, la personne, limite, elle est encore décédée à côté de toi. On te demande déjà si tu veux faire ci, faire ça, les papiers, oublie pas, faut résilier tel truc. Ça s'enchaîne, c'est horrible en fait, c'est inhumain. Du coup, moi, je peux soutenir là-dedans pour essayer de décharger un peu, de remettre de la conscience. Et certains collègues offrent des prestations d'organisation des cérémonies, par exemple. C'est une bonne idée. Comment toi, tu arrives à te protéger émotionnellement quand tu accompagnes des situations aussi lourdes ? Comme je peux. Certaines personnes, elles peuvent se détacher complètement des situations, certains pros. Moi, c'est pas le cas. Ça me pose pas de problème que ce soit pas le cas, soit dit en passant. Je pense que c'est aussi ce qui fait partie de mon essence en tant que doula et que professionnelle. Et pour contenir tout ça, il existe de la supervision. Moi, j'ai la chance du coup d'être et doula et d'avoir des diplômes de psycho et d'être sexothérapeute. Donc, j'ai plein de manières différentes d'avoir de la supervision, ce qui est cool. Mettre en commun entre professionnels, mentors, collègues, c'est utile. Et je pense aussi que c'est bien de toujours avoir un petit suivi psy en backup. Il y a besoin parce que certaines fois, ça peut réveiller des choses chez nous aussi. Donc c'est important qu'on prenne soin de nous pour être ensuite la professionnelle éthique et disponible qu'on aime être. Est-ce que ces expériences changent ton regard sur la vie ? Mon regard sur la vie, il était déjà un peu particulier avant mon travail. Donc je dirais que les expériences au sein de mon métier, elles me forgent plutôt sur ma manière de porter l'espace, plus que mon regard sur la vie. C'est-à-dire que je pense que ça se voit un peu dans ma manière de répondre, mais je suis un peu tout feu, tout flamme. Je suis pas la doula hyper calme, qui fait des trucs avec des bols tibétains et tout. C'est pas trop ça, moi, de mon côté. En travaillant, j'apprends à redescendre pas mal parce que je veux être le plus adapté possible pour mes accompagnés et que parfois c'est nécessaire. Pas toujours, il y a des gens qui aiment bien cette énergie-là, mais il y a des gens, je le sens, quand je dois entrer dans l'espace, je dois vraiment me mettre en mode calme, quoi, c'est tout. Et du coup, ça m'apprend beaucoup de self-control. C'est même utile dans ma vie perso, en vrai.
On va parler de toi en tant que femme et maman, mais avant ça, j'ai 2 dernières questions sur la profession de doula. Est-ce que déjà c'est un métier où vient s'imposer, où vient participer le côté spirituel ? Alors s'imposer, oui et non, disons que en fait spirituel, moi c'est vraiment pas forcément le terme que j'y mettrais. Il y a des doulas, ouais, carrément, parce qu'elles vont vraiment pousser le truc parce que ça leur parle et c'est trop cool. Moi je critique pas ça du tout, au contraire, on pratique toutes comme ça nous inspire, mais moi pas trop. Moi on va dire qu'il y a de la conscience plus que la spiritualité. Après je suis très ouverte à la spiritualité, tu vois, j'ai des pratiques un peu controversées par rapport au placenta par exemple, j'ai une vision un peu spirituelle peut-être. Tu peux en dire plus ? Ouais, notamment, moi quand j'informe les personnes que j'accompagne des choses possibles, on parle pas d'un clampage direct, tu sais, dès que bébé est sorti du corps. Souvent, moi j'invite des clampages tardifs, voire bien plus, des placentas lotus, même si les parents sont chauds. J'informe des pratiques qui existent autour de nous et de ce que les familles peuvent choisir de faire ou de ne pas faire. Ça peut s'apparenter un peu à des choses spirituelles parce que les études scientifiques, elles prouvent pas encore les choses, mais parce qu'ils sont un peu frileux de tout ça pour le moment. J'espère qu'un jour, il y aura plus d'études qui prouvent les bienfaits, les intérêts, etc. On pourrait croire que je suis assez spirituelle, notamment quand on regarde mon site peut-être, mais en fait pas tant que ça, parce que je suis vraiment dans l'information et dans les preuves par la science tout le temps. Par contre la conscience, oui. Quand je mets les pieds dans une maison, je sais que cette maison, avant il y avait autre chose à la place de la maison, qu'il y a des personnes qui ont vécu, qui ont accouché, qui sont mortes, et je porte l'espace en ayant cette conscience de ça, même actuelle, en se disant cette famille-là, tout le monde a grandi ici, ils ont leurs souvenirs là, sur le mur il y a la taille de l'enfant et tout. Une dernière question sur cette profession, est-ce que c'est conventionné, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ? Non, comme c'est pas réglementé, pas du tout. Après, il y a des alternatives qui existent pour pouvoir payer moins cher. Il y a des doulas, dont je fais partie évidemment, qui proposent des tarifs réduits. Parce que comme on a un métier non réglementé, l'URSSAF, elle prend vraiment beaucoup dessus. Une formation doula, elle est payante de ta poche. Par exemple, ma formation, elle m'a coûté 4 800 €. Pareil pour ma formation de sexo, je sais pas si tu vois, on arrive déjà à 10 000 € de formation, et mes formations annexes, et celle du sommeil 2000, et ainsi de suite. Et en fait, ça monte très très vite. On a du matos aussi. Tout ce qui est bassin, bébé, livre, machin, ça coûte beaucoup d'argent. Le bassin bébé placenta, ça m'a coûté 450. Enfin, ça monte vite. Donc les doulas, elles sont obligées de mettre des prix pour essayer de un minimum rentabiliser. Moi, j'en suis pas du tout à la rentabilité, on va pas se mentir. Je suis vraiment pas staff pour les sous. Certaines sages-femmes pensent ça d'ailleurs. Le Conseil de l'Ordre m'en avait parlé en me disant mais les doulas, vous faites payer super cher ce que nous on peut faire avec la CPM et tout. Bon, déjà on fait pas la même chose, mais au-delà de ça, nous on se fait prélever un max. Certaines doulas proposent moins cher, un tarif en général moyen. C'est entre 80 et 100 €, sachant que les tarifs réduits, par exemple, que moi je propose, ça peut être 60, ça peut être moins, s'il y a besoin, parce que je m'adapte tout le temps. Et il y a aussi certaines mutuelles qui font des remboursements partiels. Également, pour les naissances, quand on accompagne pour une grossesse, souvent les parents ont droit à la prime de naissance de 1 000 €. Ça peut servir à payer une doula. Ou le cadeau de naissance, on achète plein de body, toute la famille achète des trucs qui coûtent une blinde, que bébé va vomir 30 fois dessus, qui sera plus jamais utilisable. Payer plutôt les services d'une doula, tu vois. J'ai des familles qui ont fait ça, moi, des familles qui n'ont pas trop de sous. En fait, elles viennent me voir et c'est des potes qui leur ont offert, qui me payent en fait les séances. Ça, c'est chouette. Trop bien, ouais. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus de toi en tant que femme et maman. Tu es aussi maman. Est-ce que ton métier t'aide dans ta vie de mère ou au contraire, est-ce que c'est parfois difficile de tout concilier ? Je pense que toutes les formations que j'ai faites me guident quand même en partie dans mon rôle de parent. Également, ma personnalité et l'esprit critique que j'ai m'a permis aussi de faire ces formations. Il y a certaines formations que j'aurais aimé faire avant, notamment celle sur le sommeil, parce que ma fille, elle avait déjà 1 an et demi, je crois. J'aurais bien voulu savoir ce que j'ai su avant, ça m'aurait bien aidé. Bien sûr que c'est chargé de tout concilier, mais c'est porteur de sens et je le fais pour mon enfant également. En fait, je veux que les enfants aillent bien. Et si les autres enfants vont bien, mon enfant, il sera entouré d'enfants qui vont bien. Ça fait un cercle vertueux et ça me plaît bien parce que je lui souhaite un monde rempli de personnes informées, lucides, avec un bel esprit critique, de belles compétences d'empathie. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite pour tous les enfants, évidemment. Et c'est l'essence de pourquoi j'ai le parcours que j'ai, mais on en a parlé tout à l'heure. Dans ta profession, tu es confrontée à la douleur, au chagrin, aux problèmes. Est-ce que tu arrives à mettre un mur, une limite entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle ? Est-ce que le travail reste au travail ? Est-ce que la vie perso reste à la vie perso ? Moi, je suis pas forcément l'exemple à prendre pour ça parce que la manière dont j'exerce, notamment au regard de l'astreinte, ça implique forcément d'être très engagée dans ce que je fais. Lorsque je suis d'astreinte, par exemple, tout mon emploi du temps, il est fait en fonction de ça, qu'il soit professionnel ou personnel. Tu vois, je vais pas trop me prendre de rendez-vous. Si j'accepte d'autres personnes en même temps, je vais prévenir que je peux peut-être annuler. Ça veut aussi dire que je dois faire en sorte que mon mari puisse toujours prendre le relais de mon enfant. Enfin, tu vois, ça implique forcément des choses. J'essaye aussi d'avoir une hygiène de vie plus contrôlée
pour pas tomber malade. Du coup, beaucoup de personnes pensent que l'astreinte, c'est un sacrifice. Et même si en vrai, c'est quand même un stress sous-jacent, t'as un peu l'épée de Damoclès, tu sais pas quand ça va tomber et tout. Moi, je trouve que c'est aussi l'occasion de prendre davantage soin de moi parce que comme je régule un peu plus mon hygiène pour être vraiment clean pour le moment où je vais avoir besoin de moi pendant longtemps, du coup, je prends plus soin de moi en fait. Donc ça me fait aussi du bien. Je dirais que c'est quand même particulièrement difficile quand ça se cumule de manière imprévue. Donc là, comme je te disais, la dernière astreinte où j'ai vécu 2 décès, dont un très violent au sein de mon cercle restreint de proches, je m'en serais un petit peu passé des événements perso. Et en même temps, ça faisait sens pour moi parce que quand il y a la vie, il y a la mort. Il faut se mettre un sacré coup de pied au cul pour pouvoir être quand même présente à fond pour la famille, je dirais. Ton regard sur la parentalité a changé depuis que tu accompagnes les autres ? Depuis que je me suis formée, au fur et à mesure des années, oui, mon regard a changé, mais pas depuis forcément que j'accompagne les gens. Ce qui a fait changer mon regard, c'est plutôt mes apprentissages. Moi aussi, le fait que je vieillisse. Quand j'étais jeune, j'étais pas informée. Je pensais aussi que les enfants, c'était parfois des sales gosses. Maintenant, je suis informée. Et je disais des choses bateaux que tout le monde dit parce que je répétais et sans source. Heureusement que j'ai ce sale caractère à vouloir tout vérifier, à tout critiquer, à tout comprendre, parce que ça m'a permis du coup de me former et de changer de regard là-dessus. Ça serait pas mal, tu sais, quand pendant la grossesse, on a des séances d'aide à l'accouchement, des séances pour prendre soin de soi, pour se préparer. Ça serait pas mal aussi des petites séances de parentalité, comprendre justement ce que tu disais, que le caprice ne fait pas partie de l'enfant, que c'est simplement son cerveau qui peut pas... Il peut pas tout gérer, tout simplement. Exactement. Ça serait pas mal, des petites séances aussi de formation un peu au sommeil. Complètement, mais il faudrait que ce soit fait par des gens avec des formations actualisées, parce que actuellement, certaines sages-femmes, pas forcément formés au sommeil, ou même certains pédiatres, ou même pas que des personnels soignants, mais des gens qui n'ont pas les dernières informations, par exemple pour parler du sommeil, se permettent quand même de donner des cours, des conseils, des webinaires, des ateliers. Il faudrait que ce soit très encadré, et c'est pas le cas en France actuellement par rapport à ça. Caroline Goldman, ses prises de position, moi je suis opposée, mais fermement. Je pense que c'est scandaleux d'avoir autant de pouvoir, d'écoute, etc., et de dire des trucs pareils. C'est problématique parce que du coup, les parents, ils pensent s'informer en écoutant ça, et en fait, comme c'est encore des faux trucs véhiculés, on s'en sort pas en fait. Tu pourrais proposer des séances comme ça, des conférences ? Complètement. Après, moi, je suis plus à l'aise en individuel, parce que je suis assez timide, un peu anxieuse aussi et tout. Je suis plus à l'aise d'être en face de la famille, et puis tu sais, souvent... j'ai pas forcément tout qui me vient d'un coup parce que je réfléchis, j'écoute, je fais 30 choses en même temps dans mon cerveau. Du coup, je note beaucoup, et c'est pour ça que dans ma manière de travailler, je prépare en amont. Ensuite, il y a ce que je peux donner en séance, je le donne, j'échange et machin, je note beaucoup. En fin de séance, genre quand les gens partent, dans les jours qui suivent, je prépare un mail qui est souvent assez balèze avec les fiches, les ressources, les trucs. Et là, je reprends toutes les infos. Donc tu vois, j'ai beaucoup de travail préparatif de quand je peux être posée devant et pas forcément du coup en direct live. Il y a des choses que tu fais différemment pour ton enfant que ce que tu suggères, que ce que tu proposes dans tes accompagnements ? Pas trop ce que je propose. En tout cas, je fais de mon mieux pour le respecter. Je sais assez vite me mettre des limites. Des fois, j'ai pas la disponibilité émotionnelle pour appliquer ce que j'aimerais appliquer. Je m'en rends compte vraiment rapidement parce que ça se voit en fait dans le comportement de mon enfant. Tout de suite. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en réaction à nous. Par exemple, la phase des 2 ans, machin, terrible tout le monde en parle et tout. De ce que je vois sur mon enfant et concernant elle, comment elle est, je vois bien que selon ma réponse, c'est plus ou moins fort. Alors bien sûr, il y a plus, on va dire, de crise entre guillemets, parce que c'est le moment d'opposition et c'est un moment qui est normal. Mais je vois bien que la manière de les débunker, si je suis calme, ça marche 1000 fois mieux et ça se fait beaucoup moins souvent en fait. Après, j'ai eu la chance de vivre des violences en tant qu'enfant, ce qui fait que... La chance. Bah oui, parce que si je les avais pas vécues, est-ce que j'aurais remis en question le truc ? C'était utile et ça fait de moi une meilleure mère pour mon enfant. Ça m'a permis de me renseigner très tôt parce que du coup, de voir que ça me correspondait pas. Et je savais que même si... moi j'avais aussi un bagage, je voulais pas refaire la même chose. Dans ma préparation en amont, c'était ma préparation de mon corps, la gestion des troubles alimentaires, notamment en préconception, avant de tomber enceinte. J'ai un peu galéré, j'ai fait une hyperémèse gravidique, j'ai vomi pendant 9 mois, je faisais des malaises, j'ai perdu 10 kilos au début de grossesse, enfin c'était pas trop le fun. J'aurais anticipé surtout certains besoins, comme par exemple prévoir quelqu'un à domicile pour le ménage, la gestion de la maison, le quotidien, du relais pour pouvoir m'alimenter. Ça m'aurait vraiment aidé. C'est quelque chose que normalement le coparent offre. Moi, mon coparent, qui est quelqu'un de vraiment chouette, ne peut pas me l'offrir pour des raisons de santé en fait. Si je devais faire un truc différemment, je ferais ça. Et ça, du coup, ça me permet de dire aux familles, si vous avez besoin, n'hésitez pas à anticiper ça parce que... Parce que de mon côté, j'ai quand même vécu une dépression prénatale, puis une psychose du postpartum avec des hallucinations et tout. C'était vraiment hard. Pour un deuxième enfant, si un jour j'en ai un, j'anticiperais différemment, ouais, quand même. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi-même ? Mon métier, il me redonne confiance en moi et en mes compétences.
beaucoup. Parce que malgré la haine des doulas qu'il y a en France, notamment malheureusement de la part de beaucoup de professionnels en maternité, je prépare beaucoup en amont, je suis très rigoureuse, j'ai beaucoup de connaissances, je suis très formée et j'ai vraiment l'intention la plus sincère d'apporter aux personnes ce qu'elles ont besoin, tant que c'est dans mon champ de compétences, bien sûr. Alors au-delà de ton métier, tu portes aussi des engagements forts et des projets qui te tiennent à cœur. Tu es membre et fondatrice d'une association. Laquelle et pourquoi cet engagement ? En vrai, je suis membre de plusieurs assos, parce que j'ai pas que Otium. Notamment, je fais partie de l'AFMAN, du CMDN, du collectif des maisons de naissance. Tu sais, du coup, je suis plus la vice-présidente du tout, mais je me suis réinvestie en tant que membre pour suivre le projet, essayer de le soutenir comme je peux. Mais ça, c'est seulement, tu vois, à l'échelle de soutien et de spectatrice. Par contre, ce dont je pense que tu souhaites qu'on parle, c'est que j'ai créé une association en juin 2024 qui est porteuse de projets en faveur de la transmission du savoir, qui s'appelle Otium. Et Otium, c'est vraiment une asso qui porte différents axes, donc un soutien et des collaborations avec des projets préexistants qui correspondent à nos valeurs. La création d'une école alternative qui s'appelle les Chemins d'Otium, idéalement de plusieurs établissements alternatifs qui prônent du coup la prévention des violences éducatives ordinaires et de l'école du dehors, donc du cycle 0 au cycle 5, sachant que le cycle 1 c'est la maternelle qu'on essaye là de créer dès que possible sur l'agglo de Rouen. 5 étant justement le point suivant, c'est-à-dire des formations, parce que du coup le cycle 5 c'est pour les adultes, dont une que j'ai créée qui est obligatoire pour les professionnels au sein de LCDO, donc LCDO c'est les chemins d'Otium, pour les professionnels qui y seront pour être un peu plus sûrs que toutes les valeurs sont bien au clair. Des ateliers à thème aussi, on propose avec l'asso à destination du privé et du public, basés sur nos domaines de compétences. Donc moi, du coup, maintenant, vous les connaissez. D'autres personnes de l'association ont d'autres domaines, donc ça peut être assez varié. Et d'ailleurs, si jamais vous en avez, que ça vous intéresse de proposer des ateliers, on va dire en adéquation avec nos valeurs, vous pouvez contacter Otium sans problème sur Insta, par mail, tout ce que vous voulez. Et puis la création d'un salon de la famille qui est le projet donc de Clémence, ma collaboratrice. Moi, je porte ces engagements pour les mêmes raisons que j'ai le parcours professionnel et scolaire que j'ai, pour les enfants, comme d'habitude, pour leur permettre de grandir dans un monde informé et dans une France qui ne les déteste pas, ou du moins un peu moins qu'actuellement. Pour revenir à ton projet d'école maternelle inclusive, d'où est née cette idée ? Plutôt un école maternelle alternatif, pas trop inclusif, en mode c'est pas exactement la même chose parce que je suis pas spécialisée dans le handicap par exemple, donc je tenais bien à le préciser. Cependant, effectivement, nos pros ils seront formés aux neurotypies, tu vois, mais c'est pas l'essence même du projet. Ce projet, il se veut surtout attentif aux besoins fondamentaux de l'être humain, particulièrement des enfants, avec des adultes qui seraient sensibilisés au VEO et à leur prévention, tout en proposant une pédagogie du dehors. Cette idée, elle me trottait dans la tête depuis plusieurs années, même avant la création de l'asso, mais elle est devenue urgente avec l'arrivée de mon enfant, forcément. Et c'est quoi la différence avec d'autres projets pédagogiques alternatifs tels que Montessori ? Tout simplement que nous, on n'est pas une école monopédagogie, tu vois. Montessori, c'est une pédagogie qui peut être d'ailleurs trop cool. Mais nous, on n'est pas genre 100% Montessori. Notre projet des chemins d'Otium, il repose sur une approche multipédagogique. Donc, on utilise le socle commun de l'éducation nationale comme base pour que les enfants, ils aient pas de retard d'acquis, quoi que ce soit. Puis de toute façon, c'est officiel. Mais si tu veux, quand j'ai créé l'ingénierie pédagogique, j'ai vraiment pris les programmes d'EduScol. Enfin, c'est vraiment très réglo, quoi. On n'est pas sur un truc sectaire où les enfants vont être perdus s'ils sont remis dans le public. C'est pas ça du tout. Et par contre, on utilise pour l'appliquer le meilleur, selon moi, hein, bien sûr, et moi, ma petite expérience, mais ce serait à faire valider par des professionnels, bien sûr. Le meilleur de plusieurs courants, donc Montessori notamment, mais Freinet, De Crowley, Reggio Emilia aussi. Et l'une de nos grandes particularités quand même par rapport à ce qu'il y a actuellement à Rouen, c'est qu'on serait une école du dehors, donc un peu sur un type de modèle forest school. Donc on serait pas sur tous les jours H24 dehors, parce que déjà on est sur des tout petits et qu'on est en Normandie. Mais on passerait quand même une grande partie de notre temps extérieur pour sensibiliser les enfants à l'écologie aussi, à la biodiversité de manière concrète, pour qu'ils puissent voir les choses. Au-delà du programme scolaire classique qu'on va forcément respecter, on va un peu y intégrer des apprentissages supplémentaires utiles à la vie de tous les jours, comme le fait de parler deux langues. La LSF aussi, notamment la LSF d'abord, la langue complétée parlée, donc LCP, la langue pour les petits. Et enfin, notre posture, c'est vraiment celle d'un traitement d'égal à égal. Bien sûr, on est les garants de la sécurité des enfants. On va cadrer, guider, parce que c'est sécurisant, en fait, pour l'enfant, que c'est notre rôle, notre devoir même. Mais on va les considérer et les respecter comme des êtres humains à part entière. En psychologie, on appelle ça le mindedness. Et c'est quelque chose qui est assez peu appliqué, malheureusement, en France. On va avoir une éducation qui va être poussée au consentement aussi, forcément, et au respect des limites de chacun, des besoins, d'empathie. Tu sais, ça va un peu plus loin que ce qui est proposé actuellement. Ça ressemble un peu aux propositions qui existent dans les pays nordiques. Oui, on a effectivement des inspirations sur des modèles suédois. Ouais, tout à fait.
C'est toi qui serais la maîtresse ? Non, moi j'ai fait que une L1 de sciences de l'éduc, donc en fait je peux pas prétendre selon moi à ce poste. Et j'aime beaucoup l'idée de travailler en amont avec les parents en fait. Donc à la limite, je pourrais proposer des ateliers sur des sujets bien précis qui sont dans mon champ de compétences. J'ai créé l'ingénierie pédagogique parce qu'actuellement c'est moi qui suis seule dans le projet. Donc il fallait bien que je commence par quelque chose, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais l'idée c'est de recruter une directrice ou un directeur enseignante qui reprennent ce que j'ai fait, qui le mettent à leur sauce. Et c'est pas moi qui vais offrir les cours, non. Cette école va s'adresser à tous les enfants ou à un type d'enfant en particulier ? On aimerait à tous les enfants, mais il faut être réaliste, objectif, un peu lucide sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et on sait que malheureusement, ça restera accessible que à certaines familles, à cause du fait qu'on n'a aucune aide de l'État, vu qu'on est en autofonctionnement. Donc c'est les familles qui permettent que ça existe. Il faut bien payer les profs, les locaux, machin, tout ça. Et forcément, certaines familles en sont exclues et ça me pose problème, moi, personnellement. Par exemple, les troubles du neurodéveloppement sont diagnostiqués en général après 6 ans, mais on a quand même quelques signes dès la tendre enfance. Est-ce que ça peut être mieux pour ces enfants-là ou justement déconseillé ? Déconseillé, non. J'ai la conviction personnelle que les enfants seraient mieux dans ce type d'école, notamment au regard du fait qu'ils ne seraient pas assis sur une chaise, qu'il n'y a pas de punition, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de punition qu'il n'y a pas de cadre, c'est parce que la punition, elle a vocation un peu à humilier, à rabaisser, à remettre l'enfant à sa place, soi-disant, alors qu'en fait, c'est mieux la réparation. Un loulou qui fait tomber de l'eau, tu vas pas le punir de récré, tu vas plutôt lui proposer d'essuyer l'eau, puis en plus ça lui apprend l'autonomie, et souvent les enfants sont plutôt, surtout les petits, à participer à ça. C'est conseillé pour tout le monde, même les enfants qui développeraient un trouble du neurodéveloppement. Eux qui ont du mal parfois à s'asseoir ou qui ont la tête un peu dans la lune, comme on est à l'extérieur et tout ça, ça les aide vachement. Ils sont dans le mouvement, puis ils ont le droit de changer de pôle, mais tout en étant guidés. On veut qu'ils se développent, qu'ils apprennent des trucs et tout, donc on va encadrer, guider et surtout apporter les acquis nécessaires à ce qu'ils ont besoin d'apprendre, notamment s'ils retournent dans le public un jour, parce que c'est important. Ça, c'est vraiment une inquiétude très très forte des parents en général. On les met pas dans une bulle, on les sensibilise, on leur donne des ressources pour faire face à la suite et des acquis nécessaires pour la suite du parcours scolaire, bien sûr. Où en est le projet aujourd'hui ? Alors le projet, il est entre guillemets prêt depuis presque 1 an. Il ne manque que des locaux, des professionnels, mais j'ai pas encore lancé de candidature. Après, si quelqu'un m'écoute et est intéressé, même les parents, si vous voulez être bénévole là-dedans, ou même quelqu'un juste d'intéressé, venez, on a besoin de gens. J'ai pas de lieu précis, tu vois, je peux pas lancer une candidature, dire vous allez peut-être travailler. Je ne sais pas où. Je peux pas faire ça. Donc, pour le moment, j'ai pas de pro, mais je sais qu'il y a des gens intéressés. Mais le dossier, il est prêt à être envoyé au rectorat, nonobstant, du coup, des locaux, des normes ERP qu'il faut mettre à jour. J'aimerais vraiment des locaux gratuits le plus possible. Alors, gratuit, je sais que c'est idéal, mais c'est vraiment un loyer à très faible coût pour réduire les frais sur les parents, pour que ce soit le plus accessible possible, même si ça reste trop cher pour les familles dans la France à Macron. Tu aurais besoin de locaux, c'est la seule chose que tu aurais besoin pour... Locaux et bénévoles, parce que j'ai besoin de déléguer certaines tâches. J'ai un travail, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets. Là, par exemple, il y a des choses que j'aimerais qui avancent plus vite, des devis à faire pour mettre dans le budget prévisionnel, ce genre de choses et tout. Et j'ai pas le temps, en fait, d'appeler toute seule. Sachant que j'ai rencontré plus de 34 maires jusque-là. J'ai l'espoir, là, avec un prochain maire, peut-être, qui, j'espère, aurait des locaux. J'y crois, on croise les doigts. Mais voilà, pour le moment, rien de très concret. Donc, on arrive doucement à la fin de cet échange. Si tu devais résumer ton métier en une phrase, c'est dur, ça. Je suis au service des familles. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent mieux de ton travail ? Pour celui de doula, notamment que les doulas, c'est pas d'office contre le médical, que certaines sont très compétentes et très formées, même si c'est pas réglementé. Et puis pour les soignants, petit message aux soignants que je vous aime d'ailleurs, je le rappelle, vraiment, soyons bien au clair. On n'est pas un frein au suivi, mais un atout. On est au service des familles et du coup, ça veut dire qu'on peut aussi faire des collaborations avec vous, avec ce que nous on sait, avec nos formations, avec notre connaissance de la famille qui est forcément différente parce qu'elle est un peu plus intime, parfois plus longue, etc. Le but, c'est de se servir de nous pour œuvrer dans l'intérêt des familles. Le but, c'est de faire des partenariats. Ça, vraiment, ça me tient à cœur que ce soit un peu plus dans les normes. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent de se faire accompagner par une doula ? Par une doula de manière générale, de se renseigner de prendre contact avec elle tout simplement. Par rapport à moi par exemple, je sais que je propose des séances gratuites de rencontres où je demande aux gens pourquoi vous venez, quels sont vos besoins, vos attentes. Et ensuite, moi j'expose comment je travaille. Donc voilà, par exemple, vous allez devoir faire une charte, un signe à contrat, je suis pas du médical. Et puis je vois si les personnes elles ont des attentes qui sont adaptées à mes compétences et elles voient si
je corresponds, tu sais, ne serait-ce qu'au feeling, à ce qu'elles ont besoin. Et un rendez-vous gratuit n'engage à rien. Ça m'est arrivé d'avoir plein de rendez-vous gratuits qui se donnent pas forcément suite, parce que les familles trouvent ailleurs, préfèrent une doula plus spirituelle, par exemple, ou d'autres choses, en fait. Merci beaucoup, Elena. De rien. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir suivi l'Entre Femmes. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute sur nos ondes. Au revoir. L'Entre Femmes. Retrouvez le podcast de l'Entre Femmes sur Spotify, YouTube.